Bonjour à toutes et bonjour à tous, une émission placée sous le signe du rhume des foins, des pollens de printemps et de la poussière de l'Ouest sauvage. Vous écoutez Original, le podcast et l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et je retrouve comme chaque semaine l'homme qui visionne des séries plus vite que son ombre, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et créateur du concept de Originals. Ouais, et puis ça peut m'arriver de balancer des pruneaux dans toutes les directions quand je suis pas content aussi, mais bon, en général, avec bienveillance quand même, toujours. Au sommaire de cette semaine, un gros plan sur Lucky Luke, nouvelle adaptation du célèbre cowboy, à découvrir en série sur Disney+. Vous retrouverez ensuite notre ami Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. Et de quoi tu nous parles, Gauthier, aujourd'hui ? On va dire les vrais trucs sur les adaptations de BD francophones, parce que je trouve que c'est un vrai sujet. Il n'y a pas que Astérix dans la vie, il y en a plein d'autres, et voilà, je voudrais qu'on en discute un petit peu et qu'on fasse le bilan de ces expériences. Une sorte de diptyque après les adaptations en live action. Presque. Exactement, ouais, exactement. Et on finira bien sûr l'émission par l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinématiseur. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas et mal. la plus écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Ah là là, Gauthier, ça vient de tomber. Ah, mais où ça ? C'est tombé sur HBO Max. Pourquoi ? Parce que, eh bien, figure-toi que la saison 3 de The Last of Us se précise. Ah oui. Et ça se précise surtout au niveau du casting, puisque on va avoir droit à la star des films d'horreur Conjuring et Insidious, Patrick Wilson, dans un rôle important pour la saison 3 de The Last of Us, la série adaptée du jeu vidéo sur HBO Max. Il va jouer qui ? Il va jouer Jerry. Est-ce que tu sais qui est Jerry ? C'est le chat ou c'est la souris, Jerry ? Je sais plus lequel des deux. Non, c'est le petit canari. Non, c'est la souris, Jerry, non ? Jerry, c'est aussi le papa de Abby. Oui. Abby, le personnage central, interprété par Kathleen Dever, le grand méchant, qui n'est pas une grande méchante, mais on va voir ça dans la saison 3. Ouais, et rappelle-moi, parce que je sais que toi et moi, on a fait les deux jeux vidéo, on le voit dans le deuxième jeu vidéo, où c'est un personnage qui... On le voit de manière très subreptive derrière un masque de chirurgien à la fin du premier jeu vidéo. Ah, mais oui, bien sûr que je suis bête, ça y est, ça me Et revient. il y a un flashback avec lui, où dans la série, il a toujours un masque sur le visage, Oui, mais et ça va pas beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que sa fille est méchante, mais en vrai, elle est pas méchante et tout ça, et gna gna gna. Ok. Et là, cette fois, eh bien, écoute, on va sans doute avoir des flashbacks beaucoup plus importants. Bah oui. Donc voilà, Patrick Wilson qui intègre le casting. On rappelle qu'il n'y a toujours pas de date pour la saison 3 de The Last of Us sur HBO Max, mais qu'en tout cas, ce sera la dernière saison et la fin de la série. Oui, donc ils iront pas plus loin que les deux jeux vidéo qu'on a fait. Tout à fait. Donc nous on en sait vachement, en fait. Oui, nous, on sait tout ce qui se passe, déjà. Voilà, mais depuis le début. Ah, regarde. bah c'est tombé là. Ah, là, juste là. Ouais, oui, mais regarde. juste là. Et on sait pas trop où c'est en fait. Ah oui. Ça vient de tomber où ? Écoute, je vais te le faire de manière très simple. La roue du temps va retourner. La roue du temps, c'est comme dirait Ribéry, la roue du temps n'a pas fini, la roue tourne. Ouais, n'a pas fini de retourner. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y avait eu un naufrage, celui de la série live action de Amazon Prime, La roue du temps, de Robert Jordan, adaptation de la grande fresque de heroic fantasy, science-fiction. Et ça s'était arrêté, comme ça, au bout de 3 saisons. D'accord. Ça, pour l'instant, tu avais suivi, je crois. Ouais, il me semble, oui. Rappelle-toi, il y avait Rosamund Pike en rôle titre, tout ça. Ah oui, ça y est, ça me revient. Oui. Ouais, Bon. ouais. Eh bien, Variety nous a appris cette semaine que l'un des producteurs et cerveaux derrière Arcane, sur Netflix, Ouais. est très fan de l'œuvre et a décidé de s'attaquer à une adaptation animée de La Roue du Temps. Donc on repart à zéro, mais en version animée cette fois. Et ce monsieur, Thomas View, lui, il va le faire ça avec un autre monsieur qui était, lui, déjà producteur dans la série live action de Prime Video. Donc, en gros, on va prendre un mec qui connaît vraiment la série et un mec qui fait des bonnes adaptations et ils vont proposer une série d'animation, mais on ne sait pas encore où. D'accord. C'est juste que je m'y perds, moi, un tout petit peu dans les trucs, les adaptations qu'on a lancées, qu'on a arrêtées en cours de route, parce que je sais pas si tu te souviens, mais ça n'a rien à voir, mais en 2020, il y avait Kenneth Branagh qui avait mis en scène Artemis Fowl.
Oula. Oui. Qui était le premier épisode d'un truc qui devait être une très longue saga sur les plateformes et qui s'est tellement banané que le film se termine avec une fin ouverte, mais une fin ouverte vers rien du tout. Donc voilà, donc entre ça et tous les autres trucs qui se plantent et qu'on refait, je m'y perds un petit peu. Mais ok, la roue du temps, je vois ce que c'est. Voilà, en tout cas, la roue du temps, donc tenez, on vous tiendra au courant sur Originals. Ça vient de tomber encore là. Ça vient de tomber. Je varie les réactions. Ouais, je vois désolé. ça. Comme une roue, tu sais, tu tournes la Exactement. roue à chaque fois. Écoute, finalement, le retour de Buffy n'aura pas lieu. Oui, je sais, ça a fâché beaucoup de gens dans notre entourage. Ouais, Buffy New Sunnydale annulé à la surprise générale. Alors, pourquoi, quand, comment a priori, un pilote pourtant terminé est considéré comme promis à un véritable succès, puisqu'on retrouvait le retour de Sarah Michelle Gellar en Buffy, on retrouvait Chloé Zhao à la réalisation, et finalement, malgré une nouvelle version du script retravaillée pour être plus adulte et recentrée sur Buffy, parce que évidemment il y avait une nouvelle chasseuse qui arrivait, c'était Ryan Kiera Armstrong, et Buffy devait être une sorte de mentor. Finalement, ce script ou l'autre n'auront pas suffi, malgré les réécritures. Alors voilà, on parle de une série au ton jugé trop jeune ou une série trop petite, on parle d'un budget trop serré ou d'un différent sur la tonalité à donner. En tout cas, cette version de Buffy New Sunnydale n'aura pas lieu sur Disney+, alors qu'elle était prévue pour normalement cette fin d'année. C'est pas forcément qu'une mauvaise nouvelle, je trouve, parce que autant je vois ce qu'on fait avec la nostalgie en mettant à toutes les sauces, autant voir la carrière de Sarah Michelle Gellar se réduire à refaire ce qu'elle faisait il y a 20 ans, je commence à trouver ça un tout petit peu triste. Moi, on en reparlera peut-être de ce sujet dans une prochaine émission avec une autre série qui revient 20 ans après, comme ça. Mais je serais content de la voir faire d'autres trucs. Et tu vois, dans le remake de Souviens-toi l'été dernier, déjà, la voir repop alors qu'elle était morte et tout, je te disais un peu, genre, et ça serait bien de réinventer sa carrière un petit peu, quoi. Alors, tant qu'on est dans les pensées un petit peu tristes, je vais faire une pensée collégiale, puisque les mois de février et de mars ont été particulièrement lourds en termes de disparition de visages de l'audiovisuel. Et on va citer en vrac James Van Der Beek, qui était Dawson. Ouais. Plus récemment, justement, Nicolas Brandon, qui était un des personnages centraux de Buffy contre les vampires. Et là, tout juste cette semaine, la semaine dernière, Bruno Salomon, Isabelle Mergo, et l'indétrônable, détrôné Chuck Norris. Ça y est. Chuck Norris nous a quittés. Voilà, donc on fera pas de blague cette fois. Non. Mais voilà, c'était quand même un début d'année particulièrement difficile quand on est fan de pop culture. Absolument. Et je pense que c'est pas une blague, je pense que je peux me permettre de le dire. Et si on perd Chuck Norris, c'est pas une bonne nouvelle pour l'humanité. Hein. C'est-à-dire que même lui, s'il y passe, c'est que ça y est, c'est sûr, on finira tous par mourir un jour. Ce sera tout pour les news cette semaine et je vous propose de passer directement au gros plan de la semaine. Cette semaine, on parle de Lucky Luke sur Disney+. 8 épisodes pour revenir sur un western d'aventure teinté de comédie. Une adaptation live-action modernisée qui modernise l'icône franco-belge en explorant ses origines, sa légende et son futur. Portée par une approche plus feuilletonnante, la série mêle action, humour et relecture du mythe. Je rappelle que Lucky Luke a 80 ans cette année. Il paraît que t'es un justicier. C'est ce que je fais. Tu sors d'où, toi ? Et je cherche ma mère. Elle a été enlevée. Tu vas la revoir, je te le promets. Le travail en équipe, c'est pas trop ton truc, hein. Tu connais rien à l'Ouest sauvage. Je suis tombée sur des bandits. Quel bandit ? La méthodienne. Billy the Kid. Joe Dalton. L'histoire, c'est quoi ? On connaît Lucky Luke, moult fois adapté. Il y a je sais pas combien d'albums, de séries télé en animation. Lucky Luke, donc cow-boy solitaire, se retrouve contraint d'aider la jeune Louise, une jeune femme impulsive qui essaie de retrouver sa mère disparue. Leur quête dans l'Ouest sauvage les plonge au cœur d'un complot majeur, tout en confrontant Luke à son propre passé et à la naissance de sa légende. Gauthier, je tenais à rappeler en préambule que cette adaptation fait hommage toujours à Maurice et Goscinny,
Donc c'est quand même un prisme, puisque les premiers albums étaient que Maurice. Après, il y a eu Maurice et Goscinny. Et après, il y a eu plus que d'autres personnes, après la mort de ces auteurs. Cette série pioche plutôt dans 4 albums que sont L'Empereur Smith, Le Juge, Les Dalton se rachètent et Lucky Luke contre Josh Jammon. Mais pas que, puisqu'il y a plein de logiques propres à plein d'albums de Lucky Luke qui ont été intégrés pour faire une espèce de tambouille 2026. C'est adapté par Mathieu Leblanc, qui avait déjà bossé sur Panda, ou Thomas Mansoui, qui avait bossé sur 10%, ou notre amie Juliana Grignon, qu'on avait déjà reçue ici. Elle était venue nous parler de son amour pour la série Apple TV+, Severance. Elle n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, elle est à Série Mania, mais on lui fait un énorme coucou. En rôle titre, Alban Lenoir, mais aussi Alice Aglioni, Jérôme Niel, Camille Chamou. Du gros et du lourd, une série coproduite par France Télé qui arrivera en linéaire, en télévision dans l'année. Mais en attendant, c'est sur Disney+. Et Gauthier, tu as vu toute cette première saison. Oui, on a pu tout voir, effectivement. Et puis, ce qu'on peut en dire déjà, c'est que c'est un énorme projet à la fois pour l'audiovisuel français en 2026 et pour Disney+. Donc, c'est un des temps forts de l'année, ce Lucky Luke avec Alban Lenoir qui débarque, là. Et au terme des 6 épisodes, on peut dire que c'est pas une série qui manque d'ambition du tout. Il y en aura 8 au total. Pardon, il y en a 8. J'ai vu 8 épisodes. Alors, je sais pas si toi t'en as vu 6 ou 8 au final. Non, mais t'as raison, j'ai tout vu. Hein. Je me souviens de la fin et tout ça. Non, t'as raison, il y en a 8. C'est 8 épisodes d'une demi-heure, c'est ça ? À peu près. Et le format une demi-heure fait qu'effectivement, on passe de l'un à l'autre sans trop de problèmes. Ça va vite, hein, puisque là, je croyais que c'était 3 heures de visionnage. En fait, c'est 4 heures. Donc, on mange ça assez rapidement. Et sans ennui. C'est pas une série où on s'ennuie du tout. Il se passe plein de trucs. Moi, j'ai entendu en interview les 2 scénaristes principaux expliquer que leur but, vraiment, c'était de moderniser et de réinterpréter à l'aune de 2026 une légende qui, comme toutes les légendes du passé, sont infaillibles, et donc de lui créer des failles. Et c'est vrai que dès le premier épisode, Lucky Luke, il peut pas tirer parce qu'il a mal à la main. Oui, alors voilà, ça c'est le pari qui a été pris et tu as raison de le dire, les créateurs de la série en parlent en interview, Alban Lenoir en parle en interview aussi, et c'est tout de suite sur le tapis dès les premiers instants du premier épisode, c'est-à-dire que c'est Lucky Luke auquel on fait faire des trucs qui sont pas du tout Lucky Luke. Lucky Luke vieillissant, parce que l'histoire elle se passerait hypothétiquement à la fin de tous les albums, quel que soit le nombre d'albums qu'il y a eu. C'est ça. Donc c'est un Lucky Luke effectivement qui au début de la série peut pas tirer, ce qui est un petit peu fou parce que si Lucky Luke peut pas tirer, il peut faire quoi en gros. Et puis c'est un Lucky Luke qu'on va passer 8 épisodes à psychologiser vachement. Quand je vous parle de psychologiser, ça a l'air d'être complètement barbare comme terme, mais en gros, on va lui donner un passé, on va lui donner un vécu, on va lui donner des traumatismes, on va lui donner des peurs, on va lui donner peut-être une famille, des amours, on va lui donner plein de trucs comme ça. C'est un très très gros pari, et c'est apparemment ce qui a plu aussi à Alban Lenoir, c'est de pouvoir incarner ce héros qui n'avait justement pas de psychologie dans les bandes dessinées, et là, pouvoir lui donner une épaisseur et peut-être une forme de crédibilité, je sais pas. En tout cas, pour des gens qui avaient envie de voir une adaptation de Lucky Luke, ce qui était mon cas, c'est déroutant, c'est surprenant. Alors, de quelle manière, justement, le personnage de Louise, qui est quasiment le personnage principal de cette série, transforme-t-elle la dynamique classique du héros solitaire, etc. Ça la transforme tout de suite, puisqu'elle intervient dès le premier épisode, et elle intervient assez rapidement dans le premier épisode, et on comprend assez vite qu'il y ait une relation père-fille là-dedans, dans le sens génétique, on s'en fout un petit peu, on comprend dès le premier épisode qu'il va y avoir une sorte de tandem entre deux, qui va vite se transformer en buddy movie, et qui va vite se transformer en affection, une affection similaire que celle d'un père pourrait avoir à une fille. Donc voilà, on crée on crée des liens familiaux qui en sont vraiment ou pas, on s'en fout si tu veux, mais on crée des attachements à Lucky Luke, qui est un héros qui d'habitude non seulement n'a pas de famille, mais n'a même pas d'amis, c'est un grand solitaire. Justement, quoi. Il a un cheval avec qui il parle. Il parle à son cheval, il parle à Rantanplan une fois de temps en temps, quoi. Mais oui, c'est ça.
Alors justement, on parlait du ton. Comment est-ce que la série elle arrive à concilier cet héritage un peu humoristique et les ambitions dramatiques que veulent y mettre les auteurs de cette adaptation ? Eh ben là, tu m'as un petit peu... Ouais, c'est question piège, parce que, à mon sens, ils y arrivent pas. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai regardé cette adaptation de Lucky Luke, je reste très surpris de l'envie d'y mettre l'univers de Lucky Luke, puisque finalement, c'est un western. Ok, c'est un western, mais c'est un western dont le héros fait à peu près tout ce que ne fait pas Lucky Luke. Donc, pourquoi prendre... T'as presque l'impression qu'ils ont pris le skin de Lucky Luke pour le mettre sur un personnage qui a plutôt la tout... peau et le costume, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le personnage qui a plutôt tout ce que... tout l'inverse de Lucky Luke. Dès le premier épisode, on le voit partir en courant devant des pistoleros qui veulent lui tirer dessus, tu vois. On le voit fuir un peu comme un pleutre. Alors, c'est rigolo de se dire que Lucky Luke peut fuir, mais en même temps, c'est tellement pas dans l'ADN du personnage. Et puis, en plus, il y a un autre truc qui, moi, me met pas tout à fait à l'aise, c'est que, t'en parlais, Lucky Luke, c'est un personnage qui a 80 ans. S'il a 80 ans, son existence prédate celle du western spaghetti. Lucky Luke, c'est un vrai cow-boy d'avant le western spaghetti. Alors, ce qu'il faut savoir, oui, c'est que ça date et que Maurice, à la base, par exemple, il tue les Dalton. Ouais. C'est Goscinny qui fait revenir les Dalton, mais c'est pas les Dalton. C'est Ouais. les cousins des Dalton qui sont des personnages un peu teuteux, un peu neuneux, tu vois. Et ça on l'a oublié, par exemple. Bien sûr, mais il y a plein de choses qui sont férocement dans l'ADN de Lucky Luke qu'on oublie. Et tu vois bien que quand on met en scène cette série avec des cow-boys et tout ça, les codes du western spaghetti, ils reviennent au galop. Et t'as un peu envie de dire oui, mais c'est pas les mêmes cow-boys, c'est pas les mêmes westerns, c'est pas le même humour, c'est pas le même esprit. C'est tourné à Almeria, exactement comme Exactement, ouais. les western spaghetti et tout Et ça. puis il y a 1000 clins d'œil dans la manière de cadrer, la manière de mettre un chapeau, la manière de lancer une musique. La musique est très bien, hein, par ailleurs. Ils ont fait un thème qui est vraiment assez joli et tout. Mais la production est quand même, oui, est solide. Tout ça est hyper solide, hyper carré. C'est juste le projet en lui-même, il est très très déroutant. Alors il y a cet humoriste qui incarne Joe Dalton qui s'appelle Jérôme Niel, tout à fait. Il s'amuse dans le personnage. On voit bien qu'il s'amuse dans le personnage, mais en même temps, c'est un Joe Dalton qui n'a ses frères que dans un seul épisode et qui fait en gros rien de méchant. Et qui en plus devient plus ou moins pote avec Lucky Luke. Ouais, ça devient Vegeta, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très, 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 très surprenant comme adaptation de Lucky Luke. Et en même temps, t'as envie de dire comment bien adapter Lucky Luke, parce que quand tu le fais très fidèlement, un peu à la manière de James Hutt avec Jean Dujardin, t'es un petit peu obligé de garder des côtés un petit peu clin d'œil humoristique au paysage audiovisuel français. Je te rappelle que Joe et Avril, dans celui-là, c'était Eric et Ramsey. Et bon, c'est des très mauvais choix de casting, sauf si t'as envie de mettre Eric et Ramsey dans un film, tu vois, et que tu prends ça comme prétexte. Et puis, 10 ou 15 ans avant, on avait eu une autre adaptation avec Terence Hill, là, pour le coup, qui assumait totalement le côté western spaghetti. Et je m'en souviens, moi, avec tendresse, parce que je l'avais vu au cinéma avec mon papa et qu'ensuite je l'ai revu en cassette vidéo plein de fois. Je me souviens déjà, à l'époque, trouver ça totalement nanardesque et quand même pas très fidèle à Lucky Luke. Donc, bon... Je pense qu'il y a un défi un petit peu impossible à se dire on va juste prendre Lucky Luke premier degré et le mettre à l'écran parce que justement il n'a pas de psychologie, il a un cheval qui parle, il tire plus vite que son ombre, tout ça est gaguesque, tout ça peut exister dans une BD mais plus difficile à voir en chair et en os. Donc on est obligé d'adapter. Est-ce qu'on est obligé de prendre le contre-pied de tout comme le fait cette série avec Alban Lenoir? Je sais pas. Moi, ça me déroute, si tu veux, parce que c'est Lucky Luke, dès le début, hein, c'est Lucky Luke qui peut pas tirer avec son flingue. Alors du coup, tu te dis peut-être qu'ils vont justement utiliser Alban Lenoir qui sait bien mettre des tatanes et tout. Mais non, parce que ça serait trop pas Lucky Luke qui mette des tatanes et tout ça. Donc tu te dis, mais il va faire quoi, Lucky Luke? Il tire pas, il met pas de coup de poing. Quel est le projet, au fait, quoi? C'est assez bizarre. Il y a de nos jours toujours une logique autour des adaptations d'œuvres préexistantes qui est un peu la déconstruction, la désacralisation. C'est quelque chose qui est tout à fait entendable et recevable, mais je trouve qu'il manque toujours une étape
de resacralisation pour voir d'où on part et de montrer qu'on a compris le matériau source. Tu vois, typiquement, ce qui arrive à Luke Skywalker dans Star Wars, ce qui arrive ici à ce Lucky Luke. Il y avait un autre biais, je repense à la série Zorro avec Jean Dujardin qui était sortie l'an dernier. Ouais. Alors, elle est tout à fait perfectible par plein d'aspects, mais elle se positionnait aussi comme une suite dans le temps. Absolument. Et le parti pris, c'était de dire que un Zorro vieillissant, il y avait un sujet autre qui ne trahissait pas le personnage principal parce que c'était l'âge qui faisait que. Absolument, mais ce Zorro, il embrassait la comédie à bras ouverts, si tu veux. Moi, j'ai bien aimé le regarder parce que je me suis marré. Voilà, tout simplement. Avec un discours féministe plutôt moderne aussi. Oui, mais des vrais bons gags, si tu veux, des gags qui m'ont fait rire. Tandis que là, on sent pas qu'il y ait une volonté de faire rire avec Lucky Luke. Il y a des acteurs comiques, hein. Encore une fois, Jérôme Niel, il est là, et puis il s'engage beaucoup dans le personnage, donc il y a beaucoup de moments où il est marrant, mais c'est pas écrit pour faire rire toutes les 10 secondes, si tu veux. C'est écrit quand même pour être un truc d'aventure avec un héros qui est un peu un anti-héros, et je reste arc-bouté là-dessus. Pourquoi tu prends Lucky Luke si tu veux un héros qui est un peu un anti-héros? C'est pas ça le. Il y avait Blueberry pour ça peut-être. Oui, il y a tout ce que tu veux. Moi, je suis fan depuis que je suis tout petit d'une bande dessinée qui s'appelle Les Tuniques Bleues. Dans Les Tuniques Bleues, t'as 3 personnages principaux. Il y en a un, c'est un anti-héros. L'autre, il est un peu plus premier degré. Le troisième, c'est un capitaine fou de la cavalerie. Tu peux t'amuser avec ça. Et en plus, c'est issu d'une bande dessinée francophone. Il y a beaucoup plus un terreau là-dedans que chez Lucky Luke, qui est très, très... je sais pas, très peu épais, au fait. Pourquoi tu veux un personnage épais en prenant Lucky Luke? C'est le contraire du personnage épais. C'est ce que je racontais dans une autre émission, dans une précédente émission, quand je parlais de Tintin, et que je me moquais en disant, ouais, c'est comme si t'adaptais Tintin et que tu te mettais à t'intéresser à son addiction au porn sur des sites déviants et tout ça, tu vois. C'est absurde. Prends pas Tintin à ce moment-là, tu vois. Donc voilà, une adaptation de Lucky Luke qui nous a laissé un petit peu sur le bord du chemin de fer, j'ai envie de dire. Oui, et pourtant, enfin vraiment... Mais qui n'est pas dénué de plein de qualités. Non, tu le citais tout en début d'émission, il y a Alice Taglioni, il y a Camille Chamou, il y a plein de visages connus comme ça qui viennent faire le taf, et ils sont très très investis. C'est juste que je trouve que la partition qu'on leur donne à jouer est trop bizarre pour qui que ce soit, au fait. Donc voilà, moi je suis resté à la porte de ce Lucky Luke. Peut-être que vous allez mieux comprendre le projet. Je vous dis pas, ne regardez pas ça du tout. Au contraire, faites-vous votre propre opinion. Tout ce que je peux dire pour aller dans le sens de cette série, c'est qu'elle se moque pas de vous. C'est bien produit, c'est joli à regarder. Les épisodes sont pas assez longs pour qu'on s'ennuie. C'est que 8 épisodes d'une demi-heure d'un truc assez feuilletonnant. Voilà, à vous de voir si vous achetez cette version de Lucky Luke ou pas. Et je rappelle que ce Lucky Luke, c'est donc 8 épisodes disponibles sur Disney+. Et Gauthier, cette nouvelle version, elle t'a inspiré et t'avais envie de mettre les pieds dans le plat. Alors mon ami, faut-il adapter les BD francophones ? Ouais, on va dire les vrais trucs là-dessus. Enfin, on va essayer de dire les vrais trucs là-dessus parce qu'il se met à y avoir plein d'adaptations de BD francophones maintenant. On en connaît pour Spirou et Fantasio, on en connaît pour Le Marsupilami, on en connaît pour Astérix, évidemment. On en connaît même pour Largo Winch, on en connaît maintenant pour Natacha, la hôtesse de l'air. Boule et Bill Pour Boule et Bill, on en connaît peut-être, effectivement, je me souviens. Oui, avec Franck Dubosc, notamment. Ah, mais oui, bien sûr, tu as raison. Et force est de constater que, mis à part Astérix, qu'on nous achète dans le monde entier, ça marche pas fort, quoi. On n'arrive pas à bien transformer l'essai. Les Schtroumpfs, c'est une BD franco-belge ou c'est oui, non, bien sûr. Parce qu'il y a les films d'animation, les Schtroumpfs aussi, un peu, peut-être. Oui, mais ça, c'est quand les Américains nous récupèrent les trucs et les font à leur sauce. Là, ça marche mieux. Et encore, le dernier Schtroumpf qui est sorti cet été,
je veux pas être méchant, j'aime pas ça être méchant, mais il faut pas se mettre ça dans les yeux quand même. Ouais, c'est surtout qu'à chaque fois, ils essaient d'adapter ça comme ce qu'on appelle dans les mondes d'adaptation japonaise à l'isekai. C'est-à-dire qu'on prend des gens et on les amène dans l'univers des Schtroumpfs, ou alors c'est les Schtroumpfs qui arrivent dans notre monde. Mais en aucun cas, on a les aventures des Schtroumpfs. Ouais, c'est exactement ça. Moi, c'est un truc qui me frustre énormément avec les Schtroumpfs, c'est que depuis que les Américains en font des adaptations, leur truc, c'est de prendre les Schtroumpfs et de les mettre dans le monde réel. Et t'as envie de dire, mais attends, t'as un petit monde, dans la BD, là, t'as un petit monde avec des maisons, avec des champignons et tout. Et Gargamel. Gargamel, il leur arrive plein de trucs de ouf et tout ça. Il y a un épisode où ils deviennent zombies, il y a un autre épisode où c'est la dictature. Ça traite de vrais sujets, les premiers albums des Schtroumpfs. Alors quel intérêt de faire des trucs où ils sortent dans le monde réel et il y a Neil Patrick Harris qui leur fait faire des dingueries et tout ça. Je comprends pas. Mais après, la logique, c'est que ça fait des entrées et ça fait du pognon. Donc très bien. Mais ça, c'est pour les Schtroumpfs. En revanche, il se trouve qu'en France, mis à part le Marsupilami, parce que je sais que Alain Chabat et Philippe Lachaud, ils ont fait chacun des films qui ont eu beaucoup de succès, on fait beaucoup d'adaptations de nos bandes dessinées qui font des flops, mais retentissants, si tu veux. Et c'est pas... On a oublié Is No Good. Oui, on a oublié Is No Good, mais je peux t'en citer plein, tu vois, parce que là, il y a 2 mois est sortie l'adaptation des Légendaires en film d'animation que je suis allé voir avec mon fils. On a trouvé ça pas mal, mais ça a fait, je sais pas, 300 000 entrées, alors que ça visait plutôt le million. Il y a une dizaine d'années, on avait adapté la bande dessinée à succès pour les jeunes qui s'appelle Seul au pluriel, et pareil, ça visait faire une franchise, et au fait le film a fait très peu d'entrées, quelques centaines de milliers. Donc il y a un truc qu'on n'arrive pas à enclencher. Déjà, on n'arrive pas à se résoudre à l'idée que c'est pas parce qu'un truc est un succès en BD que ça va être un succès au cinéma. Les franchises et les arts sont quand même différents et ne se traduisent pas forcément de l'un à l'autre. Ça va pas forcément de soi, quoi. Encore une fois, quand un trait est hyper caricatural, dès qu'on met des acteurs de chair et de sang, on perd cette ambiance et cette atmosphère, et des fois, juste ça sonne faux. Alors, absolument. Je pense déjà que tu as absolument raison là-dessus. Et que en plus, il y avait un truc, c'était une idée que mon rédacteur en chef chez Allociné, Johan Sardem, évoquait à l'époque où on voyait ces franchises se bananer successivement. C'est qu'il disait, mais il pense pas à un truc qui est tout simple et que les Américains savent faire, c'est de faire un univers connecté. Et on en a parlé ici, je sais qu'on en a marre des univers connectés, mais s'il y a une leçon à tirer de l'univers connecté, c'est qu'il peut te rendre service là-dessus, tu vois. Boule et Bill et Spirou et Fantasio et tout ça, ils pourraient se croiser, ils pourraient faire un truc où ça deviendrait feuilletonnant, et d'un film à l'autre, on pourrait suivre ça. Surtout que c'est déjà le cas en BD. Spirou et Fantasio et le Marsupilami, c'est la même maison. Et oui, c'est ça. Ça se croise dans les albums. Exactement. Et un truc qui est un petit peu dommage, moi j'ai vu la piste du Marsupilami de Alain Chabat et j'ai vu le Marsupilami de Philippe Lachaud, et je sais que Jamel Debbouze joue le même personnage d'un film à l'autre. Mais c'est jamais dit ni souligné à aucun moment, alors que là, il pourrait justement faire un univers connecté à partir de ce personnage-là, de le mettre au centre. D'ailleurs, Jamel Debbouze, il a toujours les épaules et la popularité pour faire ça, tu vois. Tu le mets au centre tel un Robert Downey Jr. de France, tel un Iron Man de chez nous, et ensuite tu montes tout un truc avec plein de BD autour de ce truc-là. Ça pourrait être hyper sympa. Et d'ailleurs, je trouve que il y a parfois des petites anomalies qui nous rappellent que le public français peut être vachement en demande d'une bonne bande dessinée bien adaptée. On se souvient de ce que Steven Spielberg a fait avec Tintin. Malheureusement, ça n'a pas marché dans le monde, mais chez nous, ça avait cartonné. On avait plutôt aimé ça. Moi, j'en ai un très bon souvenir de ce Tintin, et j'aurais bien aimé voir ce que Peter Jackson aurait pu en faire et tout ça. Donc, au lieu de flinguer nos BD comme on le fait là, avec des mauvaises recettes, moi, j'aimerais qu'on pense plus large, plus grand, plus ambitieux. Soit on fait ça, soit on fait rien, je trouve. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc, c'est qu'on adapte souvent les grands succès plutôt de bandes dessinées familiales. Ouais. Tu vois, ce qu'on a cité, là, les Boule et Bill, les Gaston Lagaffe, des Ducobu, des trucs comme ça. Et alors qu'on a un terreau, mais d'une richesse incroyable sur les bandes dessinées, un peu plus adultes, avec des vraies préoccupations. D'ailleurs, ça me fait penser que le film, là...
mince, avec Adèle Exarchopoulos et La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, c'est tiré du. C'est un roman graphique. C'est un roman graphique. Le bleu est une couleur chaude, je crois que ça s'appelle. Donc on pourrait, tu vois, adapter comme ça. On a essayé avec Largo Winch, mais c'était pas ouf parce que c'est, je sais pas. Alors non seulement c'était pas ouf, mais alors coup de gueule et coup de poing sur la table. Je sais plus qui s'est occupé du dernier épisode, le 3e de Largo Winch, où c'était pas Dave Franco, son frère. Franco, peu importe, le frère de Dave Franco, le Franco qu'on connaît d'habitude et dont le prénom ne revient pas. Là, c'était lui. Oula, non, là, je suis parti en Espagne, ça va pas du tout. Là, sur ma recherche Google, c'était lui le méchant. Et je sais pas. Enfin, quand tu regardes le film, tu te dis, personne n'essaye de faire un vrai truc. C'est vraiment hyper mal foutu. Alors que les 2 premiers films, moi, je trouvais qu'ils se regardaient. C'était peut-être pas hyper réussi. Mais c'est pas à la hauteur de toutes les BD. Moi, je les ai lus quand j'étais jeune adulte. Tu vois, ça va tellement plus loin. Je trouve qu'on passe à côté de vraiment quelque chose. Tu vois, on a Torgal, on pourrait faire quelque chose en mode mythologique, de vraiment somptueux, avec cette spécificité du savoir-faire français, la fameuse French Touch, où vraiment on a ce qu'il faut pour. Je sais pas pourquoi les producteurs bloquent autant dès que c'est de quelque chose d'un peu de genre. Mais parce que tout le monde y va de son petit projet et personne ne pense au collectif. Regarde ce qu'ils font à Hollywood, c'est quand même pensé en termes de production. C'est-à-dire qu'ils se disent, tous ces comic books avec ces super-héros là, au lieu d'attendre qu'un réal pop en disant moi j'aime bien celui-là, moi j'aime bien celui-ci, etc. Non, ils font une grosse machine qui lance avec 70 films et ils prennent des faiseurs pour les faire, mais ils ont déjà une vista. Ils attendent pas qu'il y ait machin qui disent « Oh, moi, quand j'étais petit, j'aimais bien cette BD. » Et puis un Luc Besson qui, 5 ans plus tard, va dire « Ah, moi, j'aimais bien Valérian, je vais faire Valérian. » Puis un autre mec qui, 5 ans plus tard, va dire « Moi, j'aimais bien Blueberry, alors on va faire Blueberry. » Non, pensez général, pensez global, pensez que vous lancez des gros projets, parce que si c'est à chaque fois des petits projets comme ça, personne va se mouiller vraiment. Il y aura toujours des manques de budget, il y aura toujours des restrictions dans tous les sens, et ça se prendra toujours un peu les pieds dans le tapis, quoi. Je crois que le Rahan de Christophe Gans, il est au placard d'ailleurs. Mais il y a plein de trucs qui sont au placard. Rahan de Christophe Gans, il y avait le Cobra de Alexandre Aja, il y avait un truc que j'aurais adoré voir, c'est pas du tout français, mais un truc que j'aurais adoré voir, c'était Black Hole par David Fincher. Mais bon, peu importe, on peut fantasmer plein de films, hein, mais bon. Ou de séries. Ou de séries, ouais. Donc, je sais pas. En tout cas, sachez que si quelqu'un touche aux tuniques bleues, je vais avoir un couteau entre les dents, et à la fois j'ai très envie de voir ça prendre vie à l'écran s'il y a quelqu'un qui a un beau projet autour. En même temps, voilà, si vous voulez franchisez à donf, mais juste pensez beaucoup plus large, quoi. Voilà. Merci Gauthier, je te propose d'enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine. Cette semaine, on parle des sorties comprises entre le 23 et le 29 mars qui ont retenu notre attention, et il y a beaucoup de choses. Ça commence dès mercredi, depuis mercredi, voilà, sur Disney+. Il n'y a pas que Lucky Luke, il y a aussi un autre justicier, un justicier aveugle. C'est Daredevil Born Again, saison 2, 8 épisodes donc, de cette série de super-héros sombres et urbaines. Pardon, un second chapitre qui pousse encore plus loin la dimension politique et dystopique du personnage de Marvel. Pourquoi ? Puisque le grand méchant est devenu maire de New York. Ouais, absolument. Ouais. Et donc, ce qu'il faut retenir... Ça, c'est ce qui se passe au début de la saison précédente, il me semble. C'est le fil rouge de la première saison. D'accord, ouais. Et là, justement, c'est un vrai basculement, puisqu'on n'est plus dans un récit autour du oui ou non, pour ou contre le vigilitantisme. Ouais. Le fait d'être mettre un masque et d'affronter les vilains. Mais on est dans une guerre politique, là où effectivement les versions de Netflix exploraient la frontière entre justice et violence, etc. Là, on va aller vers une résistance organisée face à un État corrompu. Donc un Daredevil qui se veut dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Alors, je sais que ce qui différencie les nouvelles saisons de Daredevil des précédentes, c'est que maintenant, il a rejoint officiellement le Marvel Cinematic Universe, c'est bien ça ? Tout à fait. Et j'avoue que j'arrivais à suivre le Marvel Cinematic Universe jusqu'à maintenant. Là, vous m'avez perdu, les gars. Je peux pas, j'arrive pas à prendre Daredevil en cours de route, parce que mine de rien, on le prend quand même en cours de route, quoi. Ils ont pas effacé tout ce qui se passait avant, quoi. Alors c'est Born Again, tu peux le reprendre là.
Tu peux le reprendre là, mais c'est difficile hein, quand même. En tout cas, là, il y a des visages qu'on va revoir. Celui de Jessica Jones qui revient, celui de... Vincent D'Onofrio, forcément. Évidemment, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio reviennent. À la tête du projet, c'est Dario Scardapane, c'est celui qui avait fait la série The Punisher, justement sur Netflix. Et on a le retour aussi, notamment, de Deborah Ann Woll, Kristen Ritter et Eden Henson. On passe toujours mercredi du côté de Prime Video avec une autre série assez ambitieuse qui s'appelle Bait. On en avait parlé en news il y a quelques temps. 6 épisodes pour une comédie dramatique britannique à dimension satirique. C'est la série qui explore les dérives de l'industrie du divertissement à travers une crise existentielle intime. En gros, c'est de l'humour absurde et autour d'un vertige identitaire qui flirte avec le thriller psychologique. Dit comme ça a l'air assez ambitieux. L'histoire, c'est celle de Shah Latif, un acteur en galère qui joue sa dernière chance lors d'une audition qui est censée changer sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il a sans doute décroché le rôle du nouveau James Bond. Ah, pas mal. Et donc, pendant 4 jours où le doute se met autour de lui, la réalité se fissure entre la pression sociale, les gens qui lui disent qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas les épaules, que de toute façon, en plus, il est d'origine indienne et que donc, du coup, ça marche pas du tout pour un James Bond, etc. Et des gens qui lui disent « Ah ben super, puisque tu fais ça, tu pourrais m'avoir une place pour... » Voilà. Donc la série, elle est produite par Riz Ahmed, qui incarne le personnage principal. Ouais. Et donc c'est vraiment dans une tendance très actuelle de l'autofiction déguisée entre vécu, satire et une vraie critique. Les films indépendants versus Hollywood aussi. Ok. On adore Riz Ahmed. Tu veux un fun fact sur Riz Ahmed ? Vas-y. Il a un Oscar. Eh bien, tant mieux pour lui. Ah oui, c'est pour... Il a un Oscar du meilleur court-métrage. Ah non, c'est pas pour la même chose, d'accord. C'est ouf. Voilà. Le 25, toujours sur Prime, un film. Attention, ça s'appelle Pirouette fatale. On dirait une figure que mon fils pourrait faire sur le trampoline. Attends, je vais faire une pirouette fatale. C'est un thriller d'action et de survie en huis clos qui va suivre un groupe de danseuses confrontées à une situation extrême dans un environnement isolé. En gros, entre tension physique et mécanique de groupe, le récit détourne l'univers de la danse pour en faire un terrain de survie. Le pitch. 5 ballerines en route vers un concours sont contraintes de s'arrêter dans une auberge isolée après une défaillance sur la route. Rapidement confrontées à une menace inattendue, elles doivent mobiliser leur discipline et leur cohésion pour survivre dans un environnement hostile. C'est-à-dire ça part en film d'horreur, c'est ça ? Tout à fait. C'est des ballerines dans une auberge au milieu de nulle part et ça part en film d'horreur ? Exactement. J'adore, ça a l'air trop bien. J'étais obligé d'en parler. Ça a l'air vraiment trop bien ça. Alors, ça s'appelle Pirouette fatale en plus. C'est Suspiria meets Psychose, quoi, en gros. Ça a l'air très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, depuis hier sur Netflix, un très mauvais pressentiment. Une série d'horreur psychologique américaine sur Netflix en 8 épisodes. Le récit qui transforme un mariage en huis clos anxiogène où l'intime devient une source de terreur. Pourquoi ? Parce que le pitch, c'est qu'à 5 jours de leur mariage, Rachel et son fiancé se rendent dans une maison isolée pour préparer la cérémonie et les derniers préparatifs. Mais une sensation persistante de danger nourrie par des événements étranges transforme cette semaine en descente psychologique inquiétante. Ça a l'air bien, je trouve juste qu'il faut faire gaffe à comment on titre sa série parce que ça ouvre la porte à de nombreuses vannes. Tu vois, c'est un peu comme quand tu appelles ton groupe de musique Tragédie. Faut pas trop s'étonner qu'on te fasse des vannes après. Voilà. Alors là, on est plus proche dans l'angle de Rosemary's Babies que de The Haunting. Ouais. Et les frères Duffer, donc qui sont derrière Stranger Things, sont un petit peu derrière tout ça dans la prod. D'accord. Voilà pour ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toujours jeudi, sur Paramount+, un autre film qui s'appelle Trust, un thriller psychologique en huis clos, encore une fois, où cette fois, on va suivre la chute d'une célébrité confrontée à la trahison et à la paranoïa dans un environnement isolé. En gros, il y a un scandale médiatique et une actrice hollywoodienne se retire dans un chalet pour échapper à la pression et tout ça. Le Cannes, le festival, toute cette pression. Et en fait, elle est trahie par une personne de confiance et se retrouve piégée dans un jeu de survie brutal où la menace est autant psychologique que physique. D'accord. Pourquoi je t'en parle ? Parce que c'est Sophie Turner qui a le rôle titre et qu'il y a aussi Cathy Segal de Son of Anarchy. Voilà. Ok. Donc ne pas confondre Trust avec Trust, puisque Danny Boyle avait fait en 2017 une série qui s'appelait Trust et qui parlait de... au fait, c'était la même histoire que Tout l'argent du monde de Ridley Scott. Donc l'enlèvement d'un jeune homme dont le grand-père qui est milliardaire ne veut pas payer la rançon, tout ça. Voilà.
Et enfin, ça sort aujourd'hui sur HBO Max, 6 épisodes pour la série et le thriller dramatique français Privilège. Une série à forte dimension sociale, puisque la série dissèque les mécanismes du pouvoir et d'impunité au sein des élites. Entre enquête et drame psychologique, elle installe un climat de tension feutrée où tout se joue dans les rapports de force. Le pitch. Après un drame impliquant un jeune homme issu d'une famille ultra favorisée, une enquête met à jour un réseau d'influence prêt à tout pour étouffer l'affaire. Pression politique, secrets familiaux et manipulation, la vérité devient un enjeu de pouvoir plus que de justice. C'est avec qui ? C'est avec Melville Poupeau, Aïe Dari, André Dussolier, Camille Razat, Guillaume Gouix. Quand même du très beau casting. Ouais. C'est produit par Jérémy Guez et Erwan Leduc. Enfin, en tout cas, c'est eux qui sont derrière en coulisses. Et voilà, on est clairement dans ce genre de thriller contemporain français où on s'attaque à la reproduction sociale de l'impunité des élites. Voilà, avec Melville Poupeau en tête de liste. Ouais, moi je garde un œil dessus parce que j'avais interviewé au Festival de Cannes la réalisatrice de plusieurs épisodes qui s'appelle Marie Monge, qui est une cinéaste qui a mon âge et qui a fait les mêmes études que moi, donc j'étais intéressé par ce qu'elle faisait. Donc voilà, peut-être qu'on en reparlera, je sais pas, on verra. Sinon, on verra que sur Netflix, la saison 3 de Heart Laker à vif, le remake, le retour de BTS en live cette semaine, attention, sur Netflix. Un autre comeback, c'est mon comeback, la série sur HBO avec Lisa Kudrow, ouais. Sur HBO. Et For All Mankind, saison 5 sur Apple TV+. Ce sera tout niveau sortie. Et c'est d'ailleurs là-dessus que s'achève notre émission. C'était Dodu. C'était Originals, saison 2, épisode 29. On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Oui, merci les copains. Ainsi que Magic Andou au montage. Et aujourd'hui, il a du travail. Oui, plein de bisous Andou. Courage. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.